je vais peut-être me présenter rapidement. Je suis Antoine Duhart. Je suis docteur en psychologie. Je suis membre du laboratoire de recherche de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse de l'Université Paris-Descartes. Et je suis responsable de l'Institut de recherche en psychodynamique du travail. Donc, je vais vous donner quelques éléments de ce qu'est la psychodynamique du travail pendant environ 45 minutes. Et ensuite, ce sera à votre tour de me questionner. Donc j'ai essayé de poser des bases, on pourrait dire conceptuelles, de ce qu'on peut dire d'une thématique qui a fait effraction, on pourrait dire, dans l'espace public depuis un certain nombre d'années, à savoir cette grande thématique, ce grand morceau qu'on met sous un chapeau qu'on appelle souffrance au travail. Donc je vais vous évoquer finalement un peu qu'est-ce qu'on peut dire de ces questions-là à partir d'une discipline théorique que l'on appelle la psychodynamique du travail. Je pense qu'autour de nous, on a tous rencontré une personne, on connaît un proche, ou finalement vous-même, vous avez fait l'expérience de difficultés au travail, voire des fois de situations un peu plus tragiques, comme des décompensations. Et donc j'ai essayé à partir de ce phénomène-là de donner un certain nombre d'éléments pour comprendre finalement qu'est-ce que c'est que la souffrance au travail et qu'est-ce qu'on peut en dire nous en psychodynamique du travail. Donc, ce que je vais vous raconter est issu de travaux de recherche qui ont maintenant plus d'une quarantaine d'années. Et la personne qui a ouvert la voie à cette discipline est un professeur qui s'appelle Christophe Dejour, qui est directeur scientifique de l'institut que je dirige. Et donc, ce que je vais vous raconter, eh bien, c'est assez souvent issu de ce que Christophe Dejour a pu énoncer dans ses différents travaux scientifiques. Bon. Pour commencer, il faut que je vous parle un peu de ce qu'est le travail. Il faut se poser la question de qu'est-ce que le travail, puisque les controverses entre les disciplines, la sociologie, l'économie, l'ergonomie, la psychologie, il y a des vraies controverses sur la définition de ce qu'est le travail. Et donc ça, c'est déjà pas évident. Donc moi, je vais vous dire finalement qu'est-ce qu'on entend par travail. Pour certains, le travail, c'est uniquement un rapport social. Pour d'autres, c'est uniquement l'emploi, c'est-à-dire quelque chose qui a trait à la rémunération. Mais nous, en psychologie du travail, on est une discipline qui se fonde avant tout sur la clinique. Donc, c'est-à-dire sur ce que vivent les gens concrètement et sur ce que les gens peuvent nous dire du travail. Et du point de vue de la clinique, le travail, pour nous, c'est ce qu'implique le travail pour les sujets, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait aux gens de travailler. Qu'est-ce que c'est finalement que cette expérience subjective du travail. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de l'emploi, du rapport social, etc. On va plutôt s'intéresser à ce que c'est que le travail concrètement pour les gens. Et vous allez voir qu'on va être amené à discuter de choses que je suis arrivé moi ici tout à l'heure, enfin je suis arrivé à 18h20 ici, et donc j'ai pu faire observer les gens travailler et notamment tourner autour de cet ordinateur et de ce rétroprojecteur qui ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si ceux qui étaient là, et donc c'est tout un truc qui fait que vous allez voir que de notre point de vue, le travail parce qu'il est humain, eh bien, débute lorsque nous rencontrons le réel du travail. Alors le réel du travail, c'est quoi? Le réel du travail, c'est ce qu'on définit comme ce qui résiste à la maîtrise. Et donc là, très clairement, j'ai vu ce rétroprojecteur et cet ordinateur résister aux gens. Donc chacun essaye de faire marcher l'ordinateur. On avait prévu que ça allait marcher, finalement ça ne marche pas. Et donc finalement, cette expérience-là, c'est le réel. Et donc le réel, il est toujours quelque chose qui se fait connaître à celui qui travaille. Finalement, en fait, ça se fait connaître sur le mode de l'échec. On commence à travailler, paradoxalement, quand on rencontre le réel du travail, c'est-à-dire quand ça ne marche pas. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, c'est le point de départ du travail. Et donc, c'est le moment où le monde résiste, c'est ce moment-là où on se met à essayer de trouver des solutions. C'est-à-dire que la résistance du monde, ce qu'on appelle le réel du travail, ce par quoi le travail débute,
bien, ce réel du travail qui nous met en échec, c'est le point de départ de ce que l'on va appeler l'intelligence. C'est à partir du moment où on rencontre la résistance du monde et qu'on endure justement le réel qu'on va essayer de surmonter les impasses que nous impose le réel. Et donc, la panne, le dysfonctionnement. Donc c'est à ce moment-là qu'on mobilise son intelligence et qu'on essaie finalement d'arriver à dépasser les problèmes. Alors cette intelligence, elle est individuelle, et on verra tout à l'heure qu'elle est aussi collective. Donc il faut vous dire que, de notre point de vue, le travail, ça commence quand il y a le réel. Quand il y a quelque chose qui nous met en échec. Et il faut savoir que toute expérience de travail fait qu'à un moment ou à un autre, on va rencontrer le réel du travail. Et ça, c'est ce que nous apprend l'ergonomie de langue française, notamment les travaux d'un monsieur qui s'appelle Alain Wissner, qui, en observant les gens travailler, eh bien, il s'est rendu compte qu'il y a toujours un écart. Cet écart, il est dit irréductible, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut, il y a toujours un écart entre la prescription, les protocoles, les procédures, les modes opératoires, toute la prescription du travail, et ce que font les gens concrètement. Les gens n'appliquent pas strictement les procédures. Et quand les gens appliquent strictement les procédures, c'est ce qu'on appelle trivialement la grève du zèle. Et donc, le travail, pour que le travail se fasse, eh bien, il s'agit toujours de combler l'écart entre la prescription et le travail effectif. Donc, c'est important qu'on l'ait en tête parce que, du point de vue de la clinique, c'est déterminant. Le travail, c'est jamais la stricte application des procédures. Et quand on se met à appliquer strictement les procédures, eh bien, assez souvent, ça tombe en panne. Et quand on fait des enquêtes cliniques, c'est-à-dire quand on fait des investigations sur le terrain avec les gens, eh bien, les gens nous disent à un moment, assez souvent, on verra, il y a de plus en plus de transformation de l'organisation du travail dans lesquelles on assiste à une protocolisation, une normalisation du travail, des tâches de plus en plus, finalement, dictées et édictées par des process, des logiciels, etc. Eh bien, les gens nous disent, eh bien, au bout d'un moment, ils me veulent comme ça, et bien, je le fais comme ça. Et c'est très souvent, ça signe le moment de la panne dans les organisations de travail. Les gens disent, là, tous ces protocoles, eh bien, je vais leur montrer qu'ils ne servent à rien. Donc tout ça pour vous dire que c'est important qu'on ait en tête qu'il y a un écart entre le prescrit et le réel. Et toute situation de travail se caractérise à un moment ou à un autre par cet écart-là. Alors, pourquoi il y a un écart entre le prescrit et le réel? C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. C'est d'une part parce que la protocolisation, elle ne peut jamais édicter exactement ce que font les travailleurs. C'est-à-dire que le protocole, l'écriture, ne peut pas expliquer concrètement, par exemple, comment on fait une piqûre pour une infirmière. Par exemple, si je vous demande de faire un protocole ou une prescription pour faire des lacets de chaussures, eh bien, je vous mets au défi de faire ce protocole qui puisse marcher. Faire des lacets de chaussures, apprendre à faire des lacets de chaussures, eh bien, il faut qu'on vous le montre. Et il faut que vous appreniez à le faire. C'est des savoir-faire du corps. Et donc, ce n'est pas réductible à la procédure. Jamais. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, dans la tendance normalisatrice, dans toute la mouvance de la démarche qualité que l'on entend, dans laquelle on vous explique que faire le travail, c'est uniquement appliquer strictement les protocoles, eh bien, ce n'est pas vrai. À un moment, il y a des savoir-faire qui ne peuvent pas rentrer dans la procédure. Donc ça, c'est la première chose. Il y a toujours un écart du fait que la prescription est écrite et qu'elle ne peut pas rendre compte des savoir-faire du corps. La deuxième chose qui fait qu'on ne peut pas on ne peut pas avoir un strict plaquage entre la prescription et ce que font les gens concrètement, eh bien c'est ce que j'appelle ce que nous appelons le réel du travail. C'est-à-dire que le travail, il est grevé d'événements inattendus, de pannes, d'imprévus, qui vont jalonner l'expérience du travail. Et donc tout ça fait que, nécessairement, il y a un écart entre le prescrit et le réel. Qu'est-ce qui fait que le travail il est humain? Parce que, en fait, l'être humain, quand il travaille, en fait, il vise systématiquement à combler les défaillances de la prescription. Systématiquement, les gens, pour travailler, eh bien, vont mettre leur intelligence pour essayer de combler l'écart
entre le prescrit et le réel. Donc c'est extrêmement important parce que la manière dont on va concevoir le travail du point de vue clinique n'est pas une conception un peu éthérée. On va toujours s'intéresser à ce que font les gens concrètement. Et le problème, c'est que quand on fait l'expérience du réel, assez souvent, c'est une expérience désagréable. Quand l'ordinateur ne marche pas et qu'on commence à essayer de faire fonctionner l'ordinateur et que ça ne marche pas, eh bien, assez souvent, on a une expérience affective qui est assez souvent désagréable. Ce qui fait qu'on a des fois des mouvements où, si on ne se contrôle pas, eh bien, des fois, on pourrait prendre l'ordinateur et le jeter par terre. C'est-à-dire avoir des mouvements comme ça, des trucs de foutu l'ordinateur, il ne marche pas, et donc on a des mouvements comme ça, et je pense qu'on a tous eu un moment, des trucs où on a tapé sur le clavier de l'ordinateur, on l'a secoué, et des fois on a des mouvements. C'est pareil lorsque le réel se présente avec les collègues. Le collègue qui ne fait pas le travail, on a un dossier à rendre, machin, etc. On partage la tâche, arrive le moment de rendre le dossier, et il n'a pas fait le travail. Ce qui fait qu'on pensait qu'on allait avoir la soirée libre, et en fait on se retrouve avec, vous voyez, on a une montée affective qui fait qu'on aimerait bien des fois péter la gueule de son collègue. Parce que, vous voyez, l'expérience du réel est une expérience affective. C'est l'expérience affective du monde. La résistance du réel, eh bien, c'est l'expérience de la résistance du monde. Et donc cette expérience affective, c'est ce qu'on appelle, nous, en psychologie du travail, la souffrance. Donc la souffrance, elle est, au premier abord, complètement normale. Complètement normale. Elle est même, par l'expérience du réel, le point de départ de l'intelligence. Et quand on ne fait pas cette expérience affective, eh bien, assez souvent, c'est quand les gens ont démissionné, comme on dit classiquement, c'est-à-dire les gens qui disent à un moment, bon, ben, il y a une panne, le dossier ne partira pas demain, il ne partira pas ce soir, il ne partira peut-être pas la semaine prochaine, voire il ne partira pas du tout. Ça, c'est vraiment les gens qui... Vous voyez, et dans les situations de travail, on connaît des gens comme ça. Vous allez voir que l'interprétation de la démission, il faut toujours l'interpréter, pas comme... Les gens ne sont pas des feignants a priori, c'est assez souvent pour se dégager des situations de travail, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc tout ça pour vous dire que cette expérience affective dans la rencontre avec le réel, c'est ce qui fait que les gens vont pouvoir, à un moment, déclencher leur intelligence à partir toujours de l'expérience de la souffrance. Cette souffrance, on l'appelle en psychologie du travail la souffrance normale. Cette expérience du réel, lorsque nous rencontrons la résistance du monde, une souffrance normale, et qui est le point de départ de l'intelligence. Et donc c'est à ce moment-là où on commence à déclencher son intelligence, et donc essayer de trouver les solutions, essayer de dépasser les impasses que nous impose le réel, des fois par la coopération. Et bien, comme tout à l'heure, on essaye de trouver, il y a quelqu'un qui a une idée qui dit, bon, ben, en fait, il va falloir peut-être rallumer l'ordinateur, on rallume l'ordinateur et ça marche. Ça paraît simple, mais d'abord, on a cliqué sur tous les trucs, même moi j'arrive, je dis que j'ai l'impression d'être plus malin que les autres, parce que vous avez fait dupliquer le machin, bon, il y a quelqu'un qui me dit, évidemment, je sais, ça ne marche pas en dupliquant l'écran, mais au moins il y a quelqu'un qui a cliqué. Vous voyez, c'est le point, donc cette expérience du réel, c'est le point de départ de l'intelligence, et donc cette souffrance normale, elle peut avoir un destin, qui peut être le plaisir au travail. Quand on s'est affronté avec le réel, de manière itérative, et qu'en plus de ça, on est en capacité de dépasser ces impasses et de faire un travail que l'on juge honorable, un travail de qualité, eh bien il est possible qu'on fasse l'expérience du plaisir au travail. Et paradoxalement, on n'est jamais aussi fier d'avoir fait quelque chose que quand on a bien galéré pour le faire. C'est assez rare qu'on soit très content d'avoir fait quelque chose quand ça nous a pris 30 secondes. On n'est pas super fier d'avoir envoyé un mail qui nous a pris 15 secondes. En revanche, on est assez fier d'avoir fait des trucs qui sont assez compliqués. Par exemple, moi j'ai fait une thèse de doctorat. Le premier qui dit que la thèse de doctorat c'est l'éclat et que c'est super génial, je crois que je vais avoir des pulsions agressives. C'est pas du tout ça, c'est dur une thèse. On a envie d'abandonner, il faut se dire, mais dans quelle galère on s'est mis, c'est pas possible, je suis maso, c'est pas possible. Et bien au final, à force d'endurer la résistance du monde, des fois on passe des journées entières, on n'arrive même pas à écrire 4 lignes. Des fois on travaille toute une journée, on fait 5 pages, et le lendemain on relit, en fait on se rend compte vraiment que c'est complètement pourri ce qu'on a fait. Et tout ça c'est très très dur. Et des fois on a envie d'abandonner. Et donc l'endurance face à la résistance du monde qui fait qu'à un moment peut-être on peut faire un truc
on est assez content, et qu'en plus de ça, on peut avoir la reconnaissance du travail accompli, eh bien, à ce moment-là, le travail peut être un médiateur, peut-être l'activité humaine la plus formidable pour bâtir sa santé et construire son identité. Vous voyez, de notre point de vue, il n'y a pas de travail sans souffrance, du fait de la résistance du monde, mais cette souffrance, elle a aussi un destin possible, qui est le plaisir au travail, et on peut même aller jusqu'à cette idée que le travail peut être un médiateur privilégié dans l'accomplissement de soi et dans la construction d'une identité. Cependant, quand je vous parle de ça, ça c'est quand ça se passe bien. Et vous allez voir, je vais vous expliquer quand ça se passe mal. Voilà, c'est un peu moins sympathique. Mais avant tout ça, il faut que je vous explique que le moment où on arrive à dépasser les impasses que nous impose le réel, eh bien, on peut faire l'expérience aussi en soi d'être plus intelligent après le travail qu'avant. C'est-à-dire qu'on fait l'expérience aussi d'avoir, c'est l'expérience, et c'est le travail nous offre la possibilité d'accroître notre intelligence, et même d'accroître nos niveaux de sensibilité. Le travailleur ou la travailleuse qui va justement s'efforcer de mobiliser son intelligence, notamment par exemple pour un menuisier, va de manière répétée s'affronter au bois, travailler avec les instruments de manière répétée, et bien, au fur et à mesure, et bien, il va être en capacité non seulement de pouvoir faire une expérience assez inédite, qui est que de sentir que l'outil va être comme le prolongement de son corps. Ça, c'est ce qu'on appelle la corpropriation du monde, c'est-à-dire que à force de travailler le bois avec ses outils, avec ses instruments, et bien, le menuisier va être en capacité de sentir les choses nouvelles. Il va être en capacité de sentir le bois. Exactement comme l'ascensoriste, c'est-à-dire le technicien qui répare les ascenseurs, à force de réparer les ascenseurs, au bruit que fait l'ascenseur quand il descend, eh bien, il va déjà être en capacité d'entendre là où la panne existe. C'est une expérience assez inédite de pouvoir accroître son niveau de sensibilité. C'est exactement pareil avec les gens qui travaillent en psychiatrie, qui, à force de travailler, vont voir à la démarche du patient, vont être en capacité de dire à sa démarche, là il y a une psychose dissociative. À la démarche du patient. Tout ça, tous ces savoir-faire-là, c'est ce qu'on appelle des savoir-faire de métier, qu'on ne peut acquérir que dans l'expérience répétée du travail. Donc c'est le métier. C'est pas des protocoles, c'est pas des procédures, c'est pas des machins qu'on apprend en 15 secondes, ni même en une année, ce sont des métiers. Donc ce qui veut dire que, de notre point de vue, si on s'intéresse aussi à ce qu'est le travail, on ne peut pas vraiment être un bon boulanger et 6 mois après, on fait une formation et on devient chauffeur de taxi. Et 6 mois après, on devient je ne sais pas quoi. Les métiers, ce qui fait la noblesse du métier, eh bien, c'est justement l'engagement de la subjectivité dans la tâche et qui fait qu'on va être en capacité d'accroître nos niveaux de sensibilité. Et c'est exactement pareil pour les chercheurs. Voilà, votre association, une association qui s'intéresse beaucoup aux travaux des scientifiques, eh bien, c'est exactement pareil. Pour être un bon scientifique, il faut se confronter de manière parfois acharnée à ce qui résiste, à l'échec. Le chercheur, il cherche, et très souvent, il rate. Ce qui va faire la qualité d'un chercheur, c'est son endurance face au réel, et plus il va s'affronter au réel, plus il va commencer à accroître son niveau de sensibilité, il va devenir plus intelligent, mais il va devenir un meilleur chercheur. Donc tout ça, c'est extrêmement important, ce que je suis en train de vous raconter, parce que ce n'est pas du tout dans la logique actuelle. Donc, souffrance et intelligence vont de pair. Mais des fois, eh bien, il arrive que la possibilité de subvertir la souffrance en plaisir ne soit pas possible. C'est ce qui arrive aujourd'hui régulièrement, et c'est là où on rentre dans le giron de ce que l'on voit de manière plus commune aujourd'hui, c'est ce qu'on entend par le terme de souffrance au travail. Parce que des fois, la dynamique souffrance-plaisir, elle est empêchée, bloquée.
Et donc je vais en donner quelques exemples. De plus en plus aujourd'hui, la capacité, ou en tout cas la possibilité laissée aux gens qui travaillent de mobiliser leur intelligence est aujourd'hui compressée, voire étouffée. Je vais donner quelques éléments de l'organisation du travail tout à l'heure. Et donc quand la possibilité de subvertir la souffrance en plaisir est bloquée, eh bien, à ce moment-là survient ce qu'on appelle la souffrance pathogène, c'est-à-dire la souffrance qui risque de faire tomber malade. Cette souffrance pathogène, face à cette souffrance pathogène, c'est-à-dire lorsque on rencontre le réel et qu'on n'est pas en capacité de surmonter les difficultés, que finalement, même si on mobilise notre intelligence, on n'arrive pas à faire un travail de qualité, et bien à ce moment-là, la souffrance devient pathogène et les gens luttent pour ne pas tomber malade. À ce moment-là, l'engagement dans le travail risque de devenir délétère. C'est aussi peut-être dans votre entourage, il y a des gens, vous avez entendu des gens qui disent « Moi, eh bien aujourd'hui, j'ai donné, et maintenant, si je continue à donner, ça va très mal finir pour moi. Donc j'arrête. » L'engagement dans le travail devient un risque. Et donc, les gens se retirent assez souvent ou érigent ce qu'on appelle des stratégies individuelles ou collectives de défense. Des stratégies de défense qui permettent de lutter contre la souffrance. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans des situations de travail. L'exemple qu'on prend assez régulièrement, ça permet on vulgarise un peu, ça permet d'avoir une idée. Je pense que vous connaissez cette photo des ouvriers du Rockefeller Center, c'est-à-dire qu'ils sont sur une poutre à plusieurs centaines de mètres d'altitude que l'on trouve dans à peu près tous les magasins de décoration. Vous allez chez Ikea ou chez Fly, vous avez toujours une photo de ces ouvriers, cette photo très célèbre de ces ouvriers du Rockefeller Center au début des années 30 qui prennent leur pause sur une poutre à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Quand on commence à rentrer dans le... Vous voyez, vous situez cette photo, hein, quand on commence à regarder cette photo et qu'on s'intéresse aux conditions de travail des gens, eh bien on sait qu'il y a eu, lors de l'érection de ce groupement d'immeubles à New York, eh bien, plusieurs centaines de morts, plusieurs centaines d'accidents du travail. C'est au moment de la Grande Dépression aux États-Unis, et donc il y a des risques absolument terribles pour la santé, et qui vont jusqu'à la mort, c'est-à-dire les chutes, les accidents du travail, des objets qui tombent sur la tête des ouvriers. Et pourtant, on voit des ouvriers qui prennent leur pause sur des poutres comme ça. C'est-à-dire qu'ils surrajoutent du risque au risque. Et ça va jusqu'à des jeux périlleux, des jeux bêtes, dans lesquels les ouvriers sont en capacité même de faire des courses sur des courses parallèles. Le premier arrivé a gagné. Donc, des fois on se demande où il arrive, le premier arrivé où, mais en tout cas, c'est des courses. Donc, ils surrajoutent du risque au risque. La première interprétation qu'on pourrait faire, c'est, de manière un peu triviale, c'est qu'ils sont bêtes. C'est pas possible. Ils sont débiles de rajouter du risque. Pourquoi font-ils ça? La question, le clinicien se pose la question. Il se dit, les conduites humaines, elles ont un sens. C'est pas juste parce que les gens sont bêtes. Les gens ne sont pas des crétins psychiques, ni des crétins sociaux. Pourquoi le faut-il? Eh bien, si on commence à rentrer dans le détail, on voit ces ouvriers qui, collectivement, surajoutent du risque, prennent les pauses de cette manière-là, et alors, ça marche encore aujourd'hui. Les ouvriers du bâtiment, ça marche encore aujourd'hui. Ça marche encore aujourd'hui si on s'intéresse à tous les métiers qui, à un moment, impliquent un risque pour la santé du corps, pour sa vie. Donc, pourquoi le faut-il? Eh bien, de notre point de vue, on ne peut comprendre ces conduites-là, qui, au premier abord, paraissent aberrantes, si on ne les pense pas du côté d'une lutte contre la souffrance au travail. Pour les ouvriers, la souffrance, on peut la caractériser comme étant la peur. Là, pour continuer à travailler, ils doivent lutter contre la peur. Et si ces ouvriers ont peur, ils ne peuvent pas continuer à travailler. Pour plusieurs raisons. La peur, eh bien, elle a des conséquences sur le corps. Elle a des conséquences psychocognitives, des conséquences psychoaffectives. Et donc, si les gens ont peur, eh bien, il y a tout un tas de réactions qui font que eh bien, les gestes sont moins assurés. On ne peut pas aller aussi vite que ce que demande l'organisation du travail.
ne peut pas avoir les gestes aussi assurés, et très rapidement, si on commence à avoir peur, on ne peut plus continuer à travailler. On ne peut plus continuer à monter sur ces échafaudages, on ne peut plus continuer à travailler. Et donc, il y a des compromis psychiques qu'on appelle des défenses, c'est-à-dire les gens se mettent à lutter contre la peur pour continuer à travailler. Alors là, en plus, en plein milieu de la Grande Dépression, c'est-à-dire, donc c'est la crise économique aux États-Unis, il y a tout ce qui relève de la discipline de la faim. S'ils ont peur, ils ne peuvent plus continuer à travailler. Et s'ils ne peuvent plus continuer à travailler, ils ne peuvent plus donner à manger à leur famille. Donc ils sont obligés d'ériger des défenses. Et donc, pour les ouvriers du Rockefeller Center, c'est ce qu'on a identifié quelques années plus tard, chez les ouvriers du bâtiment, ce qu'on appelle des stratégies collectives de défense du cynisme viril. C'est-à-dire que pour continuer à travailler, il s'agit de structurer une défense collective, donc avec des interdits de dire. On n'a pas le droit de dire qu'on a peur. Avec des jeux périlleux, avec des bizutages, parfois des conduites ordaliques. C'est-à-dire vraiment un collectif qui est structuré dans lequel on va bisuter les nouveaux pour voir s'ils vont être en capacité de répondre aux exigences de la défense. Et cette défense, si on l'appelle la stratégie du cynisme viril, c'est-à-dire que le cynisme, c'est-à-dire c'est une véritable conduite cynique vis-à-vis des dangers du travail. Et là, on vous dit, ah oui, c'est risqué, mais c'est risqué quand on n'a pas l'habitude. Et de toute façon, pour faire ce boulot, il ne faut pas être une gonzesse. C'est-à-dire que c'est l'imaginaire social de la virilité qui va structurer le collectif. Donc, qu'est-ce que c'est que la virilité? Eh bien, c'est cette croyance en l'infaillibilité masculine. Et donc, ils vont énoncer, ils vont dire, c'est un boulot de bonhomme. Hein. Il ne faut pas être un enfant. Et ceux qui n'arrivent plus à travailler sont disqualifiés. Ceux qui osent évoquer la peur sont disqualifiés. Et dans l'imaginaire social de la virilité, eh bien, la disqualification, ce sont des êtres inférieurs. Et quand on est un bonhomme viril, les êtres inférieurs, c'est les femmes, les enfants ou les homosexuels. C'est pour ça qu'on dit c'est une gonzesse, machin. Mais on ne peut pas comprendre la conduite qui, a priori, paraît aberrante si on ne la pose pas du côté d'une lutte contre la souffrance au travail, et là spécifiquement une lutte contre la peur. Les stratégies collectives de défense, elles sont très nombreuses. Là, je vous ai parlé de collectifs masculins qui convoquaient la virilité pour tenir au travail et continuer à travailler. Mais il y a plein de stratégies collectives de défense. Plein. Il y a des stratégies collectives de défense qui sont aussi, elles sont assez souvent genrées, c'est-à-dire elles convoquent un imaginaire social, mais les stratégies collectives de défense, on en retrouve aujourd'hui qui sont mobilisées contre un type de souffrance spécifique que l'on voit aujourd'hui de plus en plus dans nos enquêtes. Je vais vous en dire quelques mots pour que vous ayez en tête qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde du travail. Et peut-être que ça vous parlera. De plus en plus, ce qu'on rencontre dans les situations de travail, c'est finalement quelque chose qui, du fait des transformations de l'organisation du travail, eh bien, empêche les gens de faire un travail de qualité, voire pire, induit un certain nombre d'événements qui font que les gens vont être amenés à faire dans leur travail des choses qui vont à l'encontre de leur sens moral. Des choses qui les dégoûtent au sein. Alors, je vais vous expliquer très concrètement. C'est une clinique qu'on a d'abord eue chez les cadres. Je ne sais pas si, je pense que vous êtes au courant, le grand moment d'apparition de cette question de la souffrance psychique au travail, c'est Renault et surtout France Télécom. Je pense que vous avez tous entendu parler des suicides chez France Télécom. Dans la transformation de l'organisation du travail chez France Télécom, il faut savoir qu'il y a eu un plan de refonte de l'organisation du travail absolument colossal, dans lequel il fallait acter de 22 000 départs. 22 000 départs. Et un certain nombre d'encadrants ont participé à l'éviction de 22 000 personnes, dans lequel on leur a même dit, c'est-à-dire,
alors là c'est même le PDG de France Télécom qui a dit, les gens je les ferai sortir par la fenêtre. Et il y a le procès en harcèlement qui va débuter 10 ans plus tard, en février de l'année prochaine. Et donc, pour arriver à faire fonctionner ce système-là, il y a des gens qui ont collaboré. Et qui ont mobilisé leur intelligence, c'est-à-dire qu'ils se prennent le réel. Le réel, c'est, ils n'avaient pas prévu, mais maintenant, des encadrants qui avant étaient là pour appuyer leurs équipes, on leur dit maintenant, il faut que tu sois à la fin de l'année à N-2, effectif -2. Et on leur dit, je ne sais pas comment tu le fais, mais tu te démerdes. Mais je veux que dans ton équipe de 11 personnes, à la fin de l'année, vous soyez plus que 9. Et donc à ce moment-là, face, encore une fois, à la résistance du réel, eh bien, on a beaucoup d'encadrants qui ont mobilisé leur intelligence, convoqué leur intelligence pour dépasser les impasses et les épreuves que leur imposait le réel. Mais là, le réel, faire le travail, c'était dégager de personnes. Et donc, ils ont mobilisé leur intelligence pour faire sortir des personnes, avec des contraintes qui sont extrêmement compliquées à décrire, mais dans lesquelles même l'organisation de France Télécom payait des consultants pour expliquer comment, par quoi allaient passer les personnes qui allaient être licenciées. Donc, c'est-à-dire il y a des psychologues qui sont intervenus chez France Télécom pour leur expliquer, ah ben voilà, la courbe du deuil, voilà, je vais vous expliquer par quoi vont passer les gens que vous allez licencier. Donc d'abord ils vont être en colère, ensuite ils vont avoir une période d'abattement, et ensuite ils vont être résignés. Donc ne vous inquiétez pas si au début ils sont en colère. Vous voyez toute la participation à des actes qui, in fine, sont des actes qui vont dégoûter les gens qui font ce boulot-là. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie du travail la souffrance éthique. Cette souffrance de participer à réaliser des actes qui vont à l'encontre du sens moral. Cette souffrance éthique, elle se déploie aujourd'hui beaucoup dans les situations de travail. Les ouvriers et les ouvrières qui, par exemple, travaillent chez Lactalis et qui sont au courant qu'il y a 9 tonnes de lait pour bébés avariés qui sont balancés sur le marché et qui se retrouvent dans une situation de travail dans laquelle ils participent à ça, je peux vous garantir que psychiquement ça fait mal. Aujourd'hui, à l'hôpital public, il y a des gens qui ont l'impression, pas que l'impression, de casser les règles de travail, de casser le métier. Les infirmières, les médecins, les aides-soignants se retrouvent aux prises avec la souffrance éthique. C'est-à-dire le fait de consentir à réaliser des actes qui vont à l'encontre du sens moral. Comment font les gens pour continuer à travailler face à cette souffrance qui n'est pas la peur, mais l'expérience de la trahison de soi, de ses valeurs, de ses idéaux et du métier? Eh bien, eux aussi mobilisent des stratégies de défense. Ces stratégies, comme je vous l'ai dit, elles sont individuelles ou collectives. Mais elles peuvent... On a retrouvé à France Télécom, pour revenir sur France Télécom, une stratégie collective de défense qu'on a appelée la stratégie par la rationalité économique. C'est-à-dire, on a des collectifs d'encadrants entiers qui se réunissent pour répéter le discours de la guerre économique. Et en expliquant qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est la guerre économique. Vous comprenez bien, si nous ne le faisons pas, nous allons mourir. Et vous voyez bien, je suis obligé de le faire. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? Cette stratégie collective de défense de la rationalité économique, elle va jusqu'à ériger la soumission en courage. C'est-à-dire faire ce qu'on fait, c'est-à-dire se soumettre, et faire des choses qui vont à l'encontre de son sens moral. Se soumettre, c'est être courageux. Pour faire ce qu'on fait, il faut être courageux. Et donc, il y a tout un tas d'arguments qui sont invoqués, qui sont les arguments de la guerre économique. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on rencontre ces encadrants, eh bien, ils parlent, ils se réunissent et ils parlent, ils ont une pensée par cliché, une pensée d'emprunt. On retrouve les mêmes discours d'une entreprise à l'autre. Eh bien, cette pensée d'emprunt qui vise à opposer un déni à la souffrance, à ne pas penser à sa propre responsabilité, permet aux gens de continuer à travailler. Et on retrouve des stratégies collectives de défense aujourd'hui contre la souffrance éthique, elles sont aussi très nombreuses. À l'hôpital, par exemple, ce qu'on retrouve dans nos enquêtes, c'est par exemple des conflits absolument astronomiques qui émergent dans les équipes. Et des fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi
On a une aide-soignante qui nous explique qu'elle a reçu une lettre anonyme rédigée au normographe. Vous savez ce que c'est un normographe? Les petites règles qu'on offre aux enfants pour faire des lettres. Elle reçoit une lettre rédigée au normographe chez elle, dans laquelle finalement le but de cette lettre c'était de dénoncer au mari de cette personne un adultère. Donc qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive à des niveaux de conflictualité comme ça? On a des personnes dans lesquelles je suis intervenu sur une attaque au chariot. Voilà, on a une personne qui attaque l'autre au chariot et qui lui casse et qui lui fracture le métatarse quand même. On est sur des niveaux. Et donc, quand on commence à faire les enquêtes dans ces endroits-là, le niveau de conflictualité est incroyable. Tout le monde ne parle que du conflit. C'est-à-dire le conflit de elle qui est vraiment la méchante, de cette encadrante qui est vraiment ultra perverse, des situations dans lesquelles on retrouve des conflits absolument cosmiques dans les situations de travail. D'accord? Mais là encore, si on lit les conflits de manière un peu triviale, qu'est-ce que vont dire les gens? Les gens disent, mais vous voyez bien, il faut former les gens à communiquer, et il faut du bon sens, parce qu'on serait tellement mieux si on s'entendait bien. Mais en fait, on ne peut pas comprendre le conflit si on ne se pose pas la question de à quoi sert le conflit. Eh bien, assez souvent, on retrouve ces conflits qui visent justement à suspendre la pensée. C'est-à-dire que dans tous les temps informels de travail, quand on discute avec les gens, dans ces collectifs-là, on ne parle que du conflit, que de la méchante d'en face, que de ce que l'autre m'a fait, que de la manière dont on m'a regardé. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert à ne pas penser à ce qu'on fait. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans les maisons de retraite aussi, dans lesquelles, quand on fait on n'arrive pas à avoir accès à ce que, comment vous faites une toilette, comment vous faites avec les personnes âgées. Expliquez-moi. Et non, ce qui arrive tout de suite, c'est la prescription. Les personnes qui vont vous parler me disent, le matin, j'arrive, je remplis le chariot, je fais ça. Non, mais comment vous faites concrètement? Comment vous faites concrètement avec une personne âgée qui, aujourd'hui, commence à avoir des épisodes de démence? Comment vous faites avec cette personne-là? Comment vous faites avec cette personne qui est incontinente? Vous savez que vous allez faire le change une fois, mais vous savez que cette personne, elle va avoir encore une fois un moment d'incontinence. Comment vous faites alors que vous savez que vous n'allez pas pouvoir repasser pour la changer? Comment vous faites? Comment vous faites alors que vous savez que vous allez la changer et que cette personne va rester dans ses excréments pendant toute une journée? Et alors des fois, quand on arrive à discuter de travail, les gens nous expliquent comment ils mobilisent leur intelligence, c'est-à-dire mettre 3 couches ensemble. Et ils font des sparadraps autour des personnes âgées, pour faire comme des sacerdotiques. Parce que le problème, c'est que quand on a une personne incontinente, après on revient, il faut nettoyer tous les draps, et c'est très compliqué. Donc, ils mobilisent leur intelligence pour arriver à trouver des astuces, mais dont elles savent qu'elles ne sont pas fières de ces astuces. Pour donner le repas rapidement à des personnes qui peuvent mastiquer, eh bien dans le café, on va mettre la biscotte, le beurre, la confiture, et on va tout lier. Vous voyez, les personnes qui sont amenées à quotidiennement travailler comme ça, eh bien, le conflit, il permet de ne pas penser à ça. Il permet de dire que l'autre, c'est une connasse, que machin, et que, alors en plus, on a des petits psychiatres en herbe. Quand il est nous voir, il me dit, moi, je suis harcelé par une perverse narcissique. Alors, vraiment, c'est extrêmement... On ne parvient pas à parler de ce que font les gens concrètement. Et donc, c'est des stratégies collectives de défense de ces conflits qui permettent aux gens, paradoxalement, de continuer à travailler en oblitérant une pensée sur le travail, sur ce qu'on fait concrètement. Donc, vous voyez, les défenses, elles sont extrêmement ambiguës sur le plan axiologique, c'est-à-dire sur le plan de ce qui est juste. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est malheureusement notre clinique, elle est aujourd'hui, on nous appelle tellement souvent, on ne peut pas intervenir partout, on est complètement assailli de demandes. Donc voilà. Maintenant, il faut aussi que je vous parle de stratégies individuelles de défense. Parce que je vous ai parlé beaucoup de stratégies collectives de défense. Mais il y a des stratégies individuelles de défense. C'est-à-dire des gens qui aussi mobilisent des choses, il y a des conduites individuelles qui permettent de continuer à travailler. Dans le cas
l'on retrouve actuellement, il y a ce qu'on appelle la stratégie individuelle de défense des œillères volontaires. C'est-à-dire que aussi, les personnes qui travaillent aujourd'hui et qui à un moment sont amenées à faire des choses qui sont pas géniales, vont, sans s'en rendre compte, mettre en place des œillères volontaires, c'est-à-dire un peu comme les chevaux. C'est des œillères psychiques qui leur permettent de penser uniquement à une toute petite partie de la réalité. Et notamment, les gens vont se concentrer sur leur travail, sur ce qu'ils ont à faire. Mais le but de ces œillères volontaires, c'est de ne jamais se poser de question du sens de leur conduite, du sens de leur travail, des conséquences que va avoir leur travail dans la société. C'est spécifiquement le cas, par exemple, de personnes qui sont amenées à organiser aujourd'hui le travail dans les... Enfin, qui travaillent pour rationaliser aujourd'hui les taux de remplissage dans les salles d'opération pour les chirurgiens. Donc il y a des administratifs qui font ça, dans lesquels il faut rationaliser, donc remplir les salles d'opération des chirurgiens. Donc ils ont des objectifs quantitatifs à tenir, 92% du taux de remplissage, et donc dans lesquels elles mobilisent leur intelligence pour faire du Rubik's Cube avec les agendas. Mais à aucun moment elles ne se posent la question des conséquences qu'a leur travail sur les chirurgiens, sur les infirmières de bloc et sur les aides-soignantes. C'est ce qu'on appelle la stratégie individuelle des œillères volontaires. On ne se pose pas de questions sur les conséquences de ce qu'on a. Après, voilà, il y a d'autres stratégies individuelles qui sont aussi très nombreuses. Une qu'on cite très souvent, c'est la stratégie de défense par l'auto-accélération, dans lesquelles on a des gens aussi qui décident de s'auto-accélérer, d'aller très très vite, de se mettre dans des modes comme ça, d'activité très intense, là aussi pour ne pas penser à ce qui fait souffrir. Mais bon, je ne vais pas m'étaler dessus puisque je n'ai pas beaucoup de temps et que je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures, des stratégies individuelles et collectives. Mais vous avez un peu compris. Quand la dynamique souffrance-plaisir est empêchée, c'est-à-dire qu'on rencontre le réel du monde, la résistance du monde, je mobilise mon intelligence, mon effort, tout ce que je peux, mais finalement, il y a quelque chose qui bloque, l'organisation du travail aussi m'empêche de subvertir la souffrance en plaisir, et bien les gens ne sont pas que des victimes face à la souffrance, ils érigent des défenses, et ces défenses leur permettent de continuer à travailler. Mais des fois, eh bien, quand les défenses s'effritent, eh bien c'est à ce moment-là que la décompensation, c'est-à-dire la pathologie, éclate. Et les pathologies, elles sont de plusieurs ordres. Les pathologies psychiques, c'est des pathologies somatopsychiques ou juste des pathologies somatiques. Et donc là aussi, je ne vais pas vous en parler parce que je pourrais vous faire un inventaire à la Prévert de toutes les entités cliniques et de toute la diversité de ce que peut être, la psychopathologie du travail. Mais en gros, les gens tombent malades du travail de manière extrêmement diverse. Ça va d'ulcère gastrique au suicide, en passant par des carotchies, c'est-à-dire des accidents cardiovasculaires massifs, crise cardiaque, on décède, des AVC, des pathologies dermatologiques, des douleurs ostéo-articulaires, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, etc., etc., etc. Donc, le champ de la psychopathologie du travail est extrêmement divers, mais l'interprétation que nous faisons de ça, c'est du fait du rapport bloqué et des transformations de l'organisation du travail, le fait de ne pas pouvoir subvertir la souffrance en plaisir, et le moment où la défense s'effrite, eh bien, entraîne la décompensation. Bon, je vais terminer maintenant sur les transformations des organisations du travail, pour comprendre aussi la souffrance au travail. Je vous ai parlé de souffrance éthique, je vous ai dit qu'il y avait des gens qui étaient amenés à un moment à faire des choses qui allaient à l'encontre de leur sens moral, mais il faut que je vous donne quelques indications sur les transformations de l'organisation du travail. Aujourd'hui, on a, et ça c'est quand même assez intéressant, on appelle ça les nouvelles formes d'organisation du travail, mais on connaît ce qu'on appelle depuis maintenant une vingtaine d'années, voire un peu plus, voilà, une vingtaine d'années, 25 ans dans le privé et un peu plus d'une quinzaine d'années dans le public, ce qu'on appelle le tournant gestionnaire. Le tournant gestionnaire, c'est une certaine idée de la manière de concevoir le travail, et je vais vous donner quelques éléments de cette organisation du travail. Donc le tournant gestionnaire, c'est le moment où finalement, on pourrait dire, les méthodes, on pourrait dire, de comptabilité sont venues envahir les organisations du travail et viennent maintenant régir le travail. Alors,
Ce tournant gestionnaire il se caractérise d'une part par un dispositif que l'on appelle l'évaluation individualisée des performances. L'évaluation individualisée des performances, c'est une technique qui vise à proposer un mesurage du travail. C'est un mesurage qui, soi-disant, est scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une idée que le travail se mesure, et notamment par des indicateurs et des objectifs quantitatifs. Donc, la vérité du travail, c'est la quantification. Donc, l'évaluation individualisée des performances, elle repose sur ce présupposé-là qui vient dire, eh bien, pour arriver à mesurer le travail, il va falloir mettre en place des indicateurs objectifs et quantitatifs. Et donc, c'est là où arrive tout le giron de ceux qui connaissent, la direction par objectif, la mise en place voilà, encore une fois, d'objectifs quantitatifs à atteindre, de nombre de dossiers à traiter, de nombre de patients à voir, etc., etc. Donc cette évaluation individualisée des performances, elle est en plus enracinée, ou en tout cas complètement indexée aussi à des rétributions individuelles. Quand on a des bons objectifs, on va avoir des primes, on va avoir des avancements, on va avoir des augmentations individuelles, d'accord ? Donc si on a des bons résultats, si on est meilleur que les autres, si on est dans l'excellence, eh bien on va avoir des bonnes rétributions. Sauf que comme cette évaluation elle est individualisée, eh bien la bonne performance de mon collègue me nuit. Et donc c'est un dispositif qui génère une mise en concurrence entre les salariés absolument effrénée. Et qui vient casser ce que nous on nomme la coopération. Et le pire, c'est quand ces méthodes d'évaluation, de ces méthodes d'évaluation découlent aussi des risques de licenciement. Alors là, vous avez le plus puissant mécanisme qui permet de faire éclater les collectifs de travail en plein vol. L'évaluation individualisée des performances. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que sur le plan scientifique, si on considère le travail comme étant la mobilisation de l'intelligence pour combler l'écart entre le prescrit et le réel, eh bien, ce qu'on peut dire sur le plan scientifique, c'est qu'il n'y a pas de proportionnalité entre résultat du travail et travail. Dans l'immense majorité des cas, les travailleurs, les gens de métier qui n'arrivent pas à avoir les objectifs, eh bien, assez souvent, même c'est même très très souvent le cas, les années où les gens n'ont pas les bons résultats, c'est l'année où ils ont le plus travaillé. Ils ont sué sang et eau pour essayer de parvenir à faire le travail, mais ils n'y arrivent pas. Je vais vous donner un exemple classique de ce qu'on rencontre dans les banques depuis maintenant un certain nombre d'années. Dans le système bancaire, aujourd'hui dans les banques, dans l'organisation des banques, on a, maintenant ça a une quinzaine d'années, hein, mais les conseillers, s'appelés conseillers, disent ben maintenant je suis devenu un commercial. Et on a instauré l'évaluation individualisée des performances, dans laquelle on leur dit maintenant, le but n'est plus de conseiller le client, mais de vendre des produits. Et dans lesquels on va dire, maintenant, le but n'est pas de conseiller le client, mais de dire, et donc ça, voilà, dans une banque très concrète, c'est il faut que tu allumes tous tes clients en vert. On peut allumer les clients en vert, ça veut dire. Mais allumer les clients en vert, c'est quoi? C'est vendre. En fait, il décompose les produits financiers en 3 catégories. Crédit, moyen de paiement et assurance. D'accord? Et donc, allumer un client en vert, c'est vendre un produit dans chaque catégorie, même s'il n'en a pas besoin. Et donc, il y a une évaluation individualisée qui est faite sur l'atteinte de ces objectifs-là. Un crédit, un moyen de paiement, une assurance. Mais par exemple, si on vend 10 produits dans une catégorie, ça ne marche pas. Vous voyez l'aberration du truc. Alors, les conseillers vous disent, mais je suis devenu un commercial. Avant, s'il fallait vendre 10 produits à quelqu'un qui en avait besoin, je le faisais. Mais maintenant, non. Mais le problème, c'est que toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, eh bien, il y a un ranking qui est fait. C'est comme ça qu'il y a un ranking. Ou ce qu'on appelle aussi du benchmarking, dans lequel on va classer les conseillers clientèle de l'agence du plus productif au moins productif. Le plus productif, il a les primes, le moins productif, il est disqualifié. Cette méthode-là, cette logique-là, on la retrouve dans beaucoup de situations de travail. L'autre pilier de l'organisation gestionnaire,
c'est ce qu'on appelle cette intégration des démarches dites de qualité totale, qui ont des noms un peu bizarres. Donc c'est le lean management, mais c'est le kaizen, c'est la méthode 5S, c'est le lean manufacturing, c'est la totale productive maintenant. Ça a plein de noms, mais c'est une logique de fond dans laquelle on vous explique que organiser le travail, comme un gestionnaire, c'est respecter une méthode. Et cette méthode, c'est la méthode des méthodes. Et la méthode des méthodes, c'est quoi? C'est la roue de Deming. La roue de Deming, c'est la roue qu'on appelle du PDCA. Vous avez déjà entendu parler de cette roue-là. En gros, c'est l'idée que toute organisation du travail peut s'organiser en n'ayant qu'une seule logique de fond, qui est de dire le travail, d'abord on le planifie, on le plane, ensuite on l'exécute, on le do, on le fait, ensuite on le check, c'est-à-dire qu'on vérifie si le travail a bien été fait, et ensuite on acte, c'est-à-dire on ajuste. Et donc c'est ce qu'on appelle les démarches d'amélioration continue de la qualité. Pour que ce système marche, il faut mettre des checkpoints, des indicateurs de contrôle qui eux aussi sont des indicateurs objectifs quantitatifs, dans lesquels finalement tout le monde est convoqué pour nourrir le système de la qualité. Et donc ça se traduit par quoi? De la traçabilité, du reporting, du tableau Excel, du tableau Excel, du tableau Excel, du tableau Excel, et encore du tableau Excel. Incroyable! Les gens passent leur temps à remplir les logiciels de gestion. Remplir pour soi-disant parvenir à la qualité totale, parce qu'on va modifier la procédure et le protocole à partir de tous les indicateurs qui reviennent. Or, encore une fois, ça ne dit pas la vérité du travail au sens de la vérité du métier, la vérité subjective de ce que c'est que se confronter au travail. Donc c'est le deuxième point, les démarches dites de qualité totale. En plus de ça, comme il y a toujours un décalage et un écart entre le prescrit et le réel, il y a des auditeurs de la qualité qui viennent. Ça, c'est souvent des cow-boys, hein, qui arrivent comme ça, ils disent haut les mains, est-ce que vous avez bien fait votre travail? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont amenés à expliquer qu'ils font le travail comme la qualité le dit de faire. Sauf qu'en vérité, ils ne font pas ça. Quand vous intervenez sur les audits, tout le monde ment. Tout le monde ment. On reprend les classeurs de procédures, on antidate les procédures, on dit qu'on fait ça alors qu'on ne fait pas du tout comme ça, on planque les stocks, on n'a pas le droit de stock. Donc comme on sait que l'auditeur vient tel jour, tout le monde planque les stocks, tout le monde se calme. On nettoie l'atelier, et après l'auditeur vient, et après il file le tampon, et il est certifié ISO. Sauf que ces certifications, eh bien, on voit qu'à chaque fois il y a un retour du réel. AZF, certification, tout saute. Voilà. Les certifications, nickel AZF. Hein. Et ça c'est exactement pareil. La Thalys, certification, nickel. Volkswagen avec toutes les certifications. Hein. Les mecs, ils ont mobilisé leur intelligence pour gruger. C'est pas dans les protocoles. Mais pourtant, tout le monde ment. L'ergonome François Danielou dit c'est des usines à mensonges, ces trucs-là. Parce que le travail, ce n'est jamais la stricte application des protocoles et des procédures. Il y a besoin de prescriptions. Mais il y a besoin d'intelligence pour subvertir les prescriptions. Sinon, ça ne marche pas. Troisième point qui ressemble beaucoup à la démarche qualité, c'est tout ce qui relève de la standardisation des modes opératoires et de la normalisation. Aujourd'hui, on retrouve une logique dans laquelle on dit qu'il faut normaliser le travail. Il faut que tout le monde fasse la même chose. Il faut standardiser les modes opératoires. Alors, par exemple, dans une logique de service, si on commence à standardiser les modes opératoires, là aussi, ça tombe en panne. Par exemple, pour une aide à domicile, si elle commence à standardiser les modes opératoires, entre une personne chez qui elle intervient, qui ne peut pas du tout bouger, qui est une personne très très âgée, très dépendante, et une autre personne qui... Elle ne va pas standardiser les modes opératoires. Elle va ajuster son travail au service qu'elle va rendre. Donc ça aussi, c'est une aberration sur le plan du service rendu. Et le dernier point, qui va caractériser le tournant gestionnaire et une nouvelle forme d'organisation du travail, eh bien, c'est ce qu'on peut ranger du côté de la précarisation. C'est-à-dire que les transformations de l'organisation du travail, aujourd'hui, elles connaissent finalement un recours de plus en plus accru à la sous-traitance. Donc on a de plus en plus de chaînes de sous-traitance dans lesquelles finalement le travail qui avant été fait par une entreprise entière, eh bien non, on va maintenant fonctionner par appel d'offres, se dégager de toute une
pris part de l'activité et convoquer un appel d'offres pour que les entreprises sous-traitantes le fassent. Sauf que dès qu'on a recours à la sous-traitance, eh bien, il y a beaucoup moins de maîtrise sur le processus de travail. Et ces entreprises sous-traitantes, elles re-sous-traitent. Alors ici on est à Toulouse, moi je suis beaucoup intervenu chez les sous-traitants d'Airbus, c'est un truc de fou. Parce qu'au final du final, c'est même des gens sans papier qui travaillent. Moi je vous dis, il y a aujourd'hui à Toulouse, il y a des sans-papiers qui travaillent sur le site d'Airbus. Je le sais. Recours, le sous-traitant, plus personne ne sait qui fait quoi. Et évidemment, ça nuit à la qualité. La précarisation, elle passe non seulement par les chaînes de sous-traitance, mais aussi par les modifications du code du travail et le recours à de nouveaux statuts. Donc, tout ce qui relève de la micro-entreprise, de l'auto-entrepreneuriat, est quelque chose c'est un signe des temps qui vient montrer aussi les transformations de l'organisation du travail. Et il y a même des entreprises qui fonctionnent uniquement sur ça. Et les travaux d'un sociologue qui s'appelle Fabien Lafont, qui travaille sur Deliveroo, qui travaille sur justement ce qu'est le capitalisme des plateformes, et donc il montre justement la modification du rapport au travail que provoquent ces transformations de l'organisation du travail, et qui sont maintenant des rapports de contractualisation dans lesquels on retrouve finalement une contractualisation de la tâche à la tâche, et qui est une modification de la maîtrise du processus du travail, une casse des métiers absolument considérable. Et donc voilà, je vous ai dressé un peu le tableau de ces transformations de l'organisation du travail qui aujourd'hui permettent de comprendre la souffrance au travail et permettent de comprendre aussi les stratégies collectives de défense, l'effritement des stratégies collectives de défense, et qui peuvent aussi expliquer qu'un certain nombre de personnes qui, à force de tellement engagés dans leur travail et qui voient leur rapport au travail cassé, tordu, parce qu'elles commencent à faire des choses qui vont à l'encontre de leur sens moral, et bien ça, c'est des problèmes qui sont extrêmement graves, et je terminerai maintenant là-dessus, parce que, de notre point de vue, on ne peut pas comprendre l'étiologie du suicide si on ne pense pas la souffrance éthique provoquée par les transformations de l'organisation du travail. Parce que quand on participe à la trahison de soi, le fait de faire un travail qui finalement n'est plus honorable, eh bien ça crée quelque chose qui relève du clivage. C'est-à-dire que pour continuer à travailler, il faut ne pas penser à ce qu'on fait. Et celui qui nous apprend un peu en tout cas celui qui nous a aidé un peu à penser cette question-là, c'est Freud. Freud qui a fait une proposition sur les névroses de guerre. Les névroses de guerre, il y a eu un colloque international en 1919 qui portait spécifiquement sur les névroses de guerre suite à la Première Guerre mondiale, laquelle ça a été une véritable énigme, puisqu'il y avait énormément de soldats qui déployaient des pathologies psychiques sans qu'il y ait d'atteinte corporelle, et notamment des pathologies extrêmement graves. Et aujourd'hui, l'armée américaine compte un rapport de 1 sur 10 entre ceux qui tombent au combat et ceux qui se suicident. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de gens de l'armée américaine, de vétérans de l'armée américaine qui se suicident que de morts au combat. On est à un rapport de 1 à 10. Vous imaginez le truc, il y a 6500 suicides recensés chaque année chez des membres de l'armée américaine ou des vétérans. Vous imaginez qu'il y a plus de morts par suicide. Alors, pourquoi ? Eh bien, l'hypothèse que fait Freud dit que, en fait, l'expérience de la guerre fait naître une expérience du clivage du moi, mais en gros, ça veut dire quoi ? Dans lequel, finalement, il y avait un moi pacifique, avant d'aller à la guerre, qui disait moi, je suis incapable de tuer quelqu'un, incapable de faire des atrocités. Et après, il y a l'expérience du travail du soldat, qui fait que non seulement les gens sont amenés à faire des choses qui sont des choses... Quand on a le récit de ce qui est la Première Guerre mondiale, c'était le centenaire, c'est absolument effroyable. Mais non seulement ils doivent commettre des actes, mais en plus de ça, ils doivent jouir. C'est-à-dire qu'ils doivent mobiliser leur agressivité, etc., pour faire ces choses-là. Et en période de paix, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se retrouve avec le moi guerrier. Et donc, il y a une cohabitation. C'est le clivage entre l'ancien moi pacifique, qui s'était juré de ne pas commettre de telles atrocités, et le moi guerrier qui a fait des atrocités.
Eh bien, toute proportion gardée, la souffrance éthique, elle est au cœur de ce clivage-là. L'expérience, la rencontre à l'intérieur de soi de l'étranger qui finalement a fait des choses que soi-même on juge dégueulasses. Et donc aujourd'hui, la question du suicide au travail, de notre point de vue, on ne peut pas bien le comprendre si on n'a pas ce schéma intermédiaire de la souffrance éthique, c'est-à-dire des gens qui vont à un moment mettre fin à leur jour, parce que finalement ils se sont rendus compte qu'ils se sont trahis dans leur travail. Et donc cette expérience du clivage du moi, ou de la déstabilisation du clivage, parce que tant qu'il y a clivage ça marche, et bien de notre point de vue, elle est au fondement même de l'interprétation étiologique de ce que sont les suicides au travail. Voilà un peu la proposition qu'on fait en psychodynamique du travail. Je m'en arrête là. C'est joyeux, c'est sympathique. Avant de passer la parole à la salle pour les questions des conférenciers, il y a deux ou trois choses que je n'ai pas eu le temps de dire parce que à cause de la pagaille, tu veux, à cause de la pagaille qui a été créée par le fait que nous n'avions pas pu ouvrir à temps les outils. Alors, d'abord, je voudrais dire que vous allez retrouver l'ensemble des conférences de l'exercice écoulé, c'est-à-dire de l'exercice qui s'est terminé l'été dernier. Vous allez le retrouver sur le site, s'ils n'y sont pas encore. Je m'adresse à Joseph dans ce sens. Deuxième point, j'enverrai à l'ensemble des gens qui reçoivent le courrier, le prochain courrier, la liste des conférences de l'exercice qui a commencé en septembre dernier, de façon et que j'ai énuméré tout à l'heure. C'est la deuxième chose que je voulais dire. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais profiter de l'occasion de l'Assemblée générale pour inviter les gens qui pourraient le souhaiter à participer au travail pour rendre insouciance du collégial. Les gens ont sûrement le sentiment que nous vieillissons et ce serait bien, nous, c'est-à-dire moi et quelques autres, ce serait bien, sans afficher nos âges, que des jeunes viennent nous rejoindre. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui, et ce commentaire s'applique tout particulièrement, y compris pour étendre le public vers des gens plus jeunes. Là aussi, je regrette que nous n'ayons pas aujourd'hui les quelques personnes qui sont chargées actuellement de faire le commentaire et améliorer notre niveau de fonctionnement. Je voudrais en profiter pour dire plus généralement que j'aimerais qu'on voit davantage les jeunes qui normalement sont sollicités, c'est-à-dire soit des étudiants, soit des gens en prépa ou en terminale, et de façon à avoir un panorama plus général et plus étendu. Voilà, j'ai terminé et je passe la parole. Alors, il y en a un qui vient déjà de moi. Et vous n'hésitez pas, quand je vous vois, lever le bras pour que je vienne vers vous dès que possible. Merci. Merci pour la conférence. Je dois dire que j'ai décroché un quart d'heure avant la fin de ce topo intéressant, mais qui a duré 1 heure, ou 45 minutes. Vous voyez si je suis post-it d'un seul coup. J'ai décroché un quart d'heure avant la fin parce que j'étais en train d'afficher mon expérience professionnelle. Moi, j'étais psychologue à l'usine Rhône de Fleurs pendant 3 ans. Et donc, évidemment, avant d'en arriver là, j'avais lu notamment le livre de Georges Friedman, que vous connaissez évidemment, Le travail en miette.
Mais même déjà à cette époque, on savait qu'entre les travaux des chronométreurs par rapport aux ouvriers spécialisés et la pratique des ouvriers, le geste, disait-on, se polie. Je renvoie à Montbolin, etc., ou à Leplat. Ouais, je ne veux pas ici aller beaucoup plus loin. Reste que Georges Friedman disait une chose qui me paraît toujours vraie, c'est qu'il y a une tristesse ouvrière dont on ne peut sortir que par le syndicalisme. Donc, il y a bien évidemment des motivations intrinsèques. Le travail des OS est sûrement assez pauvre en motivation intrinsèque. Mais les gens au travail, nous tous ici, nous sommes dans un milieu où il y a heureusement de multiples motivations extrinsèques, même si on fait un job de con, comme dit un certain auteur là, récemment. Il y a des jobs de con, mais il y a des motivations intrinsèques. Et il y a effectivement une motivation intrinsèque extrêmement puissante, parce qu'elle relève des besoins humains fondamentaux, c'est le besoin d'être en société, d'être au contact des autres. D'où, si vous avez cette petite parenthèse, il y a aussi de la proposition de Hamon sur un revenu universel. Donc, cette notion de motivation extrinsèque fait que j'ai beaucoup ensuite, après avoir quitté la région Renault, j'ai beaucoup pratiqué la formation de cadre d'agent de maîtrise. Je viens de cadre d'agent de maîtrise, puisque finalement il n'y a pas beaucoup de différence dans la réflexion sur l'usage de l'autorité. Oui, j'ai pratiqué maintes fois, évidemment, des exercices concernant la direction par objectif ou la DPPO, participative par objectif. Oui, bien évidemment, j'ai tenté de former des cadres volontaires à l'évaluation des performances, et tout ça me paraît en effet du plus grand intérêt, et non pas globalement du conditionnement, de l'aliénation ou de la manipulation. Donc je suis en désaccord assez fort que vous constatez sur votre topo. Souffrance. Non, je ne pense pas qu'il y ait que de la souffrance, et heureusement. Et en tant que syndicaliste moi-même, pendant très longtemps, je dois dire que mon syndicat, là, cet été pour la nommer, a largement participé à des négociations pour mettre au point des procédures d'évaluation du travail. Peut-être que d'autres syndicats, effectivement, considèrent que le patron étant effectivement un fonctionnaire qui ne vise que l'aliénation, peut-être que d'autres syndicats ont en effet toujours résisté à cette démarche qui consiste à satisfaire aussi un besoin humain, individuel et collectif, et très fondamental, qui est le fait de se sentir reconnu pour la qualité de ce que l'on fait. Je réponds tout de suite ou... Oui. Bon, évidemment, c'est un peu difficile de vous répondre, puisque voilà, vous, c'est assez compliqué. Moi, ce que je peux vous dire, pour essayer de prendre un peu le regard, ce que je vous ai raconté a spécifiquement à voir avec ce que l'on est capable de dégager des investigations de terrain et aussi des consultations cliniques, et donc à partir de la psychopathologie. Chose que, si on commence à rentrer dans le détail, alors, Friedman, pour moi, le travail de Huguette est un livre majeur, mais on parlait par exemple de Moulin, de Leplat et de finalement de cette psychologie ergonomique, etc. Toute la question de la psychopathologie est absente de leur travail. Donc, moi, ce que je vous raconte, c'est à partir des questions de santé mentale, comment on peut remonter à l'organisation du travail. Alors après, il peut y avoir des discussions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la clinique, elle est tellement criante, les problématiques de santé tellement importantes, qu'il est difficile d'expliquer que ces transformations de l'organisation du travail, qui sont en plus, comment dire, il y a une application de cette même logique à plusieurs secteurs de l'activité et qui ont toutes comme conséquence un accroissement absolument terrible des pathologies au travail. Alors là, c'est pas nous qui le disons, c'est toute l'épidémiologie, c'est tout ce qui relève même voilà, pour le coup, si on peut rentrer du côté de la statistique et des chiffres, c'est vraiment l'Union européenne fait de la question de la souffrance au travail, de la santé mentale au travail, une problématique centrale, puisqu'elle vient de débloquer 300 millions d'euros pour ça. Pourquoi? Parce que le calcul fait par l'Union européenne, c'est que le coût total est aujourd'hui tellement faramineux des problématiques de santé au travail qu'il s'agit maintenant d'essayer d'inverser la tendance.
Et le coût faramineux, il est de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros pour l'Union européenne. Donc, tout ça pour dire qu'il est extrêmement difficile de dire, en quelque sorte, que ces transformations d'organisation de travail qui sont communes à tout le monde, eh bien, n'ont pas de conséquences sur la santé des gens. Nous, c'est la clinique qui nous dit ça, et finalement, c'est quand même assez corroboré même, alors là, pour le coup, parce que, je vous dis, je travaille encore avec Jacques Leplat. Jacques Leplat, il a 98 ans. Il a 98 ans, et on est dans un séminaire ensemble. Jacques Leplat, il est obligé aujourd'hui de reconnaître que ce qu'on dit en psychodynamique du travail, c'est juste. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a aussi des mouvements dans les sciences du travail, et donc là, il faudrait rentrer dans le détail, mais il y a quand même beaucoup d'accords sur les conséquences délétères de ces organisations du travail. Ah, ben là, on peut pas me dire, là, vous pouvez me dire non, je peux vous étaler les... Vous me feriez passer pour un gars, ce que j'espère ne pas être. Pas pour? Vous me feriez passer pour un gars, ce que j'espère ne pas être. Oui, mais alors là, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on commence à... faudrait qu'on discute, mais... Freud est également très très vieux, vous savez. Freud est également très très vieux. Oui. Oui, mais... Commencer à discuter comme ça, c'est une discussion scientifique, c'est une discussion de... Non, si vous voulez, on peut discuter très concrètement de la masse absolument considérable de travaux en sciences du travail qui vont dans notre sens. Et là, ça, c'est quand même assez indéniable. Oui. D'abord, je voudrais vous remercier parce que c'était très clair, et que bon, c'était un plaisir de recevoir tout ça, même si par ailleurs, aussi bien par la presse que par les revues spécialisées, on est un peu au courant. Et moi, j'ai eu pas mal de proximité avec ce que vous faites, pas du tout en tant que psy, mais en tant qu'opérationnel. Et je voulais attirer l'attention sur deux choses. Une chose, c'est, bon, il y a le point de vue du salarié, certes, mais il y a le point de vue des enjeux économiques et sociaux qui n'est pas forcément bien éclairé, enfin, parce que votre conférence était limitée, mais en particulier la sous-traitance que j'ai eu, moi, à fréquenter, et où à un moment, on arrive à faire que les choses ne marchent plus et se disloquent. Alors, on cite AZF, on peut citer le cas des centrales nucléaires. Et le cas des centrales nucléaires, qui est un cas que je connais bien, à un moment, il y a des gens qui ont dit attention, on n'a plus le savoir pour arrêter une tranche. Le savoir est à l'extérieur, disséminé dans une entreprise, et on ne sait plus gérer une tranche s'il faut arrêter la tranche un peu rapidement. Et on ne sait plus comment guider les entreprises en question. Donc, c'est une époque où il a fallu remettre un petit peu d'oxygène dans l'entreprise, parce que ça finissait par sortir et par déborder le cadre dont les gens ont envie. Mais, je veux dire, effectivement, quand vous parlez du salarié, il y a la perte par rapport au salarié, mais il y a la perte énorme qui peut se passer au point de vue de l'économie, de la socio-économie générale, et de la peur du nucléaire. On pourrait citer des tas d'exemples, il y a des tas d'exemples rigolos, d'anecdotes que je pourrais citer. L'autre chose très intéressante que vous signalez, c'est cette espèce finalement d'addition que va faire le salarié par rapport à une situation qui est une situation procédurale, et qui va être obligé de contourner. Alors là, il y a des exemples magnifiques. J'aimerais avoir le temps de les raconter parce qu'on voit beaucoup de vies à des gens qui ont bien réagi. Et je voudrais signaler quand même quelque chose qui me paraît important, c'est le rapprochement, parce que j'ai eu à le faire à l'époque, le rapprochement avec l'armée. Les militaires, les pompiers, etc., qui ont des métiers qui ne sont pas toujours discernables, les métiers de terrain, arrivent à développer des observations. Moi, je pense à des pompiers au moment du terrorisme, au moment où Tati sautait, etc., et où il fallait protéger un établissement quand même. Et tout ce que mettaient en œuvre les pompiers au-delà du métier. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait le métier, bon, ils organisaient le terrain, etc. Et puis il y avait des tas de choses auxquelles ils étaient obligés de penser
qui était un peu différente de ce qu'ils avaient appris. Et je dois dire que là, le recours à quelque chose, ça vous intéressera peut-être, qui était l'école des hautes études militaires, en fait, qui venaient faire des conférences, ils détiennent un savoir là-dessus absolument inouï, qui fait qu'on sort justement du protocole, de la procédure, etc., pour aboutir à une défense, finalement, par le métier, qui est tout à fait remarquable. Et en particulier le corps des pompiers, qui est un corps banal, on les rencontre comme ça, et qui sont capables de déployer des choses tout à fait inattendues dans des situations qui ne sont pas les leurs, qui sont surajoutées. Et je trouve que dans une période difficile aussi où on vit, en termes économiques et sociaux, c'est important de récupérer le savoir de ces gens-là et de savoir qu'à un moment, il y a une convertibilité du savoir qui crée une espèce de confiance dans ces corps. Moi, j'étais très admirative. La troisième chose sur laquelle je n'insisterai pas, c'est l'apport des femmes par rapport à des situations que vous citiez, où je suis bien d'accord, des situations où la virilité est des fois ridicule, et que les femmes apportent énormément en termes de sécurité en particulier. Elles ne sont pas assez utilisées et elles ont un regard différent qui n'est pas un regard de risque concours, très amusant. Et ça, j'ai pu regarder sur le terrain et souvent, c'est quelque chose que vous avez cité, cette espèce de profession phallique presque, où effectivement les gens se mettent en situation je mets pas, même pour des choses simples, je ne vais pas mettre mes chaussures de sécurité aujourd'hui, je sais quand même, je suis cariste, c'est pas la peine, je suis cariste, bon. Et là-dessus, je crois que les femmes apportent beaucoup à l'entreprise en termes de sécurité. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Allô ? Oui, c'était très bien dit et je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que oui, je suis complètement d'accord avec vous. Chez les militaires, moi-même, j'ai été étonné, puisque moi j'ai fait une intervention, vraiment tout ce qui relève de l'art de l'interprétation aussi. Cette idée que c'est juste des agents obéissants est une débilité sans nom de voir tout cet art de l'interprétation, toute cette intelligence mobilisée et même toute la coopération, c'est absolument... C'est assez étonnant, tout à fait. Et pour les femmes, je suis tellement d'accord, j'aurais plein de choses à dire, notamment sur une intervention, j'en ai fait un article sur un collectif de pisteurs secouristes, et donc l'article porte sur la seule pisteuse. Et ce qu'elle a apporté justement dans son impossibilité à dénier le risque. Et de la manière dont elle a rapatrié le risque pour justement que ça les mette au travail. Et donc je suis complètement d'accord de l'importance de cette posture psychique, pour le coup, qui n'est pas du côté du déni du réel, mais de l'encerclement, de la prise en compte. Merci beaucoup en tout cas pour cet exposé. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'avais une question concernant en fait plutôt des solutions. Est-ce que vous n'avez pas pour mettre un petit peu de gaieté, je veux dire, comment en tant que, par exemple, moi, je suis dans une entreprise publique et on reconnaît plein d'aspects dont vous parlez, comment je peux faire pour convaincre ma direction de mettre en place qu'ils seront gagnants aussi à mettre en place des logiques qui ne sont pas forcément les logiques que vous avez décriées. Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des stratégies de défense positives? Parce que dans tout ce que vous avez donné des stratégies plutôt négatives, mais est-ce qu'il n'y a pas des stratégies aussi c'est peut-être trouver la solution, mais Oui, vous avez raison, c'est super que vous me donniez l'opportunité de répondre. Donc pour les stratégies de défense, en fait, les stratégies collectives de défense, elles visent à lutter contre la souffrance et elles sont à la fois nécessaires pour faire le travail et souvent ambiguës. Je vais vous parler juste d'une stratégie collective de défense que l'on retrouve aussi du côté d'une forme de civisme chez les chirurgiens. Voilà.
et notamment une sorte de stratégie qu'on pourrait nommer une stratégie collective de défense par la toute-puissance. Vous savez, il y a souvent des blagues dans lesquelles on dit vous connaissez la différence entre Dieu et le chirurgien, c'est que Dieu il se prend pour un chirurgien. C'est des choses qu'on entend à l'hôpital. Il a à voir avec justement, là encore, ce fantasme de l'invulnérabilité, de la toute-puissance, etc. Si on commence à rentrer dans le détail de pourquoi, eh bien c'est absolument prodigieux, parce que c'est des postures psychiques, des défenses qui permettent de faire le travail et d'éviter de laisser gagner par l'angoisse et le doute, et de pouvoir faire les opérations d'une manière juste et correcte. Donc tout ça pour vous dire que les stratégies collectives, elles sont toujours ambiguës. C'est pour ça que j'ai parlé d'ambiguïté. Elles sont à la fois au service de la qualité du travail et à la fois du côté de la protection de soi. Et donc, pour se protéger, il faut ne pas penser une partie. Donc elles sont toujours finalement un peu... Là, c'est vrai, quand je vous ai parlé du conflit et tout, on est du côté de ce qu'on appelle des raidissements défensifs. C'est un peu plus technique, mais on appelle plutôt ça des idéologies défensives de métier. Donc, en gros, c'est quand vraiment ça devient très très tendu. Mais tout ça pour dire que déjà, ces stratégies qui visent à lutter contre la souffrance, elles sont toujours un peu positives. Maintenant, du côté de l'action, alors là c'est le sujet de ma thèse, en fait. C'est le sujet de ma thèse qui porte sur la manière dont des collectifs de travail, et donc là, quand je parle de collectifs de gens qui travaillent, c'est des encadrants, c'est des subordonnés, c'est des collectifs de travail, se mobilisent pour, en quelque sorte, pouvoir faire un travail de qualité malgré ce qui leur tombe dessus. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour arriver à penser quelque chose qui relève de mode alternatif, la visée de la mise en place de quelque chose, c'est de recomposer les coopérations. C'est-à-dire recomposer les liens que tissent les gens entre eux pour faire un travail, pour faire une œuvre commune. Comme on y arrive, eh bien, c'est là où ça devient extrêmement compliqué. Vous avez raison, il y a toute une rhétorique avec les encadrants. Et donc ça, c'est un travail. C'est-à-dire parce que dans la discussion et l'argumentation, il y a tout ce qui relève des enjeux rhétoriques et donc d'être en capacité de rendre compte, des fois, de l'aberration de certains modes d'organisation. Et je suis sûr que si on parle un peu de situations concrètes dans le nucléaire, c'est ça, apprendre la rhétorique. C'est être en capacité de ramener le réel et de montrer justement le décalage, voire même l'inanité d'un certain nombre de prescriptions qui vont justement à l'encontre de la qualité du travail. Ce que je sais des centrales nucléaires, parce que Christophe Dejour a vraiment... Sa première grosse enquête, c'était dans les centrales nucléaires. C'est pour ça que c'est très passionnant, et notamment de voir comment, chez EDF, il y a eu, dans les années 90, toute une inflexion, mais qui a été rendue possible par une rhétorique, une argumentation dans laquelle les gens ont ramené le réel, et ont ramené aussi un certain nombre dans la rhétorique des enjeux socio-économiques, exactement ce que vous dites. Mais tout ça, moi je ne sais pas le faire. C'est un apprentissage que les gens qui sont dans les situations de travail doivent apprendre à faire, c'est-à-dire ramener le réel, ramener des situations concrètes pour essayer de montrer finalement que ce serait plus intelligent de faire autrement. Maintenant, il y a une autre étape, c'est que les encadrants, dans les services publics, que je connais assez bien, ont des directives qui leur tombent dessus, des directives réglementaires. Et aujourd'hui, elles sont... C'est-à-dire que ce qui leur est imposé, c'est des trucs qui arrivent par flux tendu, assez souvent des autorités de tutelle, et c'est assez souvent par le truchement de la loi. Assez souvent, c'est des injonctions réglementaires, de loi, etc. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué pour eux, et en plus de ça, il y a quelque chose qui relève même d'une transformation permanente de l'organisation du travail. Il y a toujours une nouvelle organisation, il y a toujours un nouveau logiciel qui est installé, il y a toujours un nouveau schéma directeur. Je pense que c'est aussi peut-être ce que vous dites, toujours des réajustements dans les équipes, constamment, bim. Et tout ça, alors, comment on peut penser quelque chose qui puisse permettre de recomposer la coopération? Eh bien, de mon point de vue, avec l'enquête que j'ai menée, ça ne peut passer que par des encadrants et des collectifs de travail qui, quand même, décident de résister à ces injonctions-là. C'est-à-dire que de mon point de vue, il n'y a pas de possibilité d'appliquer strictement les procédures et les protocoles qui sont imposés, et en plus de ça, recomposer les coopérations. Et là où ça marche, on a des encadrants qui disent « Bon, là, ça suffit. On me demande toutes les 4 matins de changer. Je fais des choix, et ça, je décide de ne pas le faire. » Vous voyez? C'est une vraie position, là, pour le coup, mais c'est pas juste « je suis réfractaire », c'est pour la qualité du travail,
Cette nouvelle directive, là je mets un stop, j'arrête le truc. Et on va rediscuter avec les équipes de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc tout ça pour répondre à votre question, c'est que d'une part, ça passe par une rhétorique qui est fondée sur le réel, ramener le réel, apprendre à le dire, le réel, apprendre à rentrer dans la discussion en quelque sorte en apprenant à se confronter à la logique gestionnaire. Je suis sûr que maintenant dans votre boulot, il y a toujours les mêmes mots qui reviennent aussi. Démarche, projet, processus, protocole, des mots projet, étape, enfin il y a comme ça des séries de termes comme ça qui ne veulent rien dire, qui sont le langage de la gestion. Donc comment vous apprenez à rapatrier le réel et à dire avec vos mots le travail et donc à montrer justement l'aberration. Et quand même, un autre élément, c'est que quand même vous ayez des encadrants qui à un moment décident de résister en quelque sorte, c'est-à-dire de ne pas appliquer stricto sensu les choses et de faire des choix dans les prix. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné, mais ça existe. Les gens qui décident de ne pas répondre finalement à toutes les injonctions, mais pourquoi? Pour la qualité du travail. Voilà. Oui, je vous remercie pour votre conférence exposée, je vous remercie monsieur pour sa question et pour votre réponse qui a pu éclairer, je vous l'ai posée partiellement. Je vais quand même faire une remarque, quelque part je rejoins peut-être la première question. Tous ces outils que j'ai appliqués comme l'ACA, comme Total, entretien individuel, sa performance, c'est pas des outils qui ont été conçus pour massacrer les gens, faire de ce travail. C'est des outils qui fondamentalement ont été conçus pour capitaliser les bonnes pratiques, pour les partager, pour améliorer la qualité du travail, précisément améliorer l'organisation et l'évaluation pour les gens. C'est des outils qui ont été pervertis par une forme d'organisation et des objectifs de productivisme absolu qu'il faut qu'on les emploie, comme tous les outils, on peut les employer de manière néfaste et perverse. Une fois qu'on les sent, on n'a pas fait grand-chose, mais quand même, je voulais remettre ça, peut-être rejoindre monsieur dans un premier moment. Ce n'est pas les outils dans le domaine qui ont donné ce genre de comportement, c'est plutôt l'homme qui, dans un certain système, utilise ces outils pour faire des choses. Peut-être pour aller dans le sens que vous disiez, oui, la coopération et donner du sens aussi. J'aime beaucoup les concepts d'entreprise libérée, ce qui va autour. Je crois qu'il faut résister, certes. Il faut quand même employer les outils quand ils sont adaptés, ils sont souvent quand même adaptés. Mais il faut donner du sens et créer une coopération entre les différentes équipes, les différents niveaux de hiérarchie. C'est mon sentiment. Peut-être je peux dire quelque chose sur le sens. Nous, la manière dont on considère la question du sens et de la signification, eh bien, le sens, on ne peut pas le donner, de notre point de vue. On ne peut pas donner du sens. De notre point de vue, c'est une position qui est paradoxale. Le sens que l'on trouve à son travail, le sens que l'on trouve finalement à nos vies, etc., procède du sujet en lui-même. Et donc, le travail tel qu'il est fait par les gens font que le fait de faire le travail, les gens vont trouver du sens. Et quand on commence à interroger quel est le sens du travail, il est très différent pour les gens. Ce que ça signifie pour eux, au sens de la signification, ce que ce travail signifie pour eux. Et le fait de donner du sens, et c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs aussi, parce qu'il y a des encadrants qui disent on va donner du sens, on va faire de la pédagogie, on va expliquer, Eh bien, assez souvent, il y a quelque chose qui résiste, parce que le sens ne peut pas être donné. Le sens, il est trouvé par les sujets eux-mêmes, et assez souvent, quand on a un travail qui permet quand on a une activité qui nous permet de faire quelque chose qui nous paraît honorable, le sens est produit par les sujets eux-mêmes. Mais de mon point de vue, le sens ne peut pas être donné. Voilà, Alors, je pense qu'on ne donne pas le même mot. Voilà, c'est ça. Je pense que tout simplement, on ne donne pas le même sens au bon sens. Je parlais plutôt d'une direction, des informations permettant à chacun de comprendre pourquoi il travaille. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous que chacun trouve le sens à son travail. Bonsoir. Par rapport à l'expérience à l'entreprise, notamment bancaire, effectivement, les systèmes d'évaluation de performance sont très étroits.
Je voulais reprendre tout d'abord l'assertion de Mme Costa sur les militaires. Alors je dirais, pour comparaison, dans le privé, le management est basé sur la compétition et la méfiance. Dans l'armée, le management est basé sur la coopération et la confiance. Le général Pierre Devilliers en a fait état récemment, donc lors d'une émission télévisée. L'autre question, c'est pourquoi les syndicats de prud'hommes, les directions d'entreprise et les salariés sont cantonnés dans leur précaré face aux difficultés de la reconnaissance du personnel et de son mal-être dans ses rapports au travail. Un livre a été écrit, L'identité au travail. Donc, chaque camp, que ce soit la direction d'entreprise, les salariés ou les syndicats, ont souvent raison, mais dans leur principe même de fonctionnement. Et par contre, la coordination de tout cela me semble étrangère au but commun. Et puis, par ailleurs, il faudrait parler aussi de la Chine, comment font-ils pour en arriver à devenir le premier atelier du monde, et quelles sont les pratiques qu'ils mettent en place par rapport à nous, Européens. Assez rapidement, pour parler de la Chine, nous travaillons avec des chercheurs chinois, mais aussi des chercheurs européens en Chine, et notamment qui ont beaucoup traité de l'entreprise Foxconn, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la plus grande entreprise du monde, qui compte aujourd'hui plus d'1 million de salariés. Et Foxconn a bien pris la chronique puisqu'il y a eu une multitude de suicides au travail, notamment avec un mode opératoire qui était un mode opératoire assez commun dans lequel les volets sortaient de la chaîne sans mot dire, montaient en haut de l'immeuble et se jetaient par-dessus l'immeuble. Donc Foxconn a décidé d'installer des filets de sécurité. C'est tragique, c'est vrai que c'est tragique. Bon, tout ça pour vous dire que la question de la souffrance au travail en Chine est très présente aussi, mais dont les pouvoirs publics se sont pour le moment beaucoup moins saisis. Voilà. Maintenant, comment font-ils pour être le premier atelier du monde? Là, j'ai plutôt l'impression que c'est des questions qui relèvent du champ, là pour le coup, de la socio-économie. Je ne serais pas en mesure finalement de rendre visibles les différentes logiques économiques qui ont permis justement à la Chine de devenir non seulement le premier atelier du monde, mais la deuxième puissance économique mondiale, puisque donc ça, je bute, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Maintenant, quand vous faites une catégorisation entre le privé et l'armée, etc., je pense que là aussi, il faut c'est un peu de nuance, parce que je pense qu'il y a des entreprises que j'ai évoquées, dans lesquelles il y a encore des ressorts pour la santé au travail, il y a des entreprises privées, sans aucun souci. Et le mouvement des entreprises libérées, qui lui aussi est très disparate, très hétérogène, recèle de véritables trésors d'ingéniosité dans lesquels il y a vraiment des alternatives dans l'organisation du travail qui sont vraiment très intéressantes. Je ne pense pas qu'on puisse être aussi raide, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, il y a une logique, je pense, qui est sous-jacente et qui peut un peu ressembler à ce que vous dites. Je voulais faire une remarque sur l'organisation de l'État, puisqu'on en a parlé. Force est de constater qu'effectivement, depuis une bonne décennie, mais un peu plus, en fait, tous les connaisseurs de leur domaine ont été exclus de la gestion des établissements. À savoir, les directeurs d'hôpitaux ne sont plus des médecins, donc dans la très grande majorité des cas. Un autre exemple, c'est effectivement les recteurs, par exemple. Pendant très longtemps, les recteurs devaient être docteurs d'État et chercheurs, avoir une expérience de recherche. Il y a une dizaine d'années, je crois que c'est sous Sarkozy, déjà on a dit que sur les 50, il pourrait y en avoir 10. Et puis récemment, M. Macron
a dit qu'à la place de 10, il y en aurait 20 pour qu'une certaine dame qui a 40 ans, qui était sa copine de promotion de l'ENA, puisse devenir actrice du rectorat de Versailles. Ce qui est quand même typique d'une organisation où effectivement le rectorat de Versailles, qui était normalement le bâton de maréchal de tous les recteurs de France, devient un outil de promotion. Et effectivement, donc c'est des gens qui ont une vision soit digitale, soit de l'enseignement, qui est purement gestionnaire, et qui effectivement mettent en place des outils d'évaluation, etc. dont vous parlez. Donc effectivement, c'est, j'allais dire, une nouvelle organisation qui ne touche pas seulement les entreprises, mais complètement l'État, comme monsieur d'ailleurs le faisait remarquer. Christophe Dejour a une phrase, souvent il dit les gestionnaires ont vaincu les ingénieurs. Voilà un peu pour résumer, c'est-à-dire des gens qui avaient un véritable intérêt pour le travail, et pas qu'un intérêt pour le travail, un intérêt aussi pour des dynamiques plus larges, qui permettent de comprendre aussi le processus de travail, le processus de fabrication, etc. Et donc c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, du côté, alors là pour le coup de la formation, des écoles, parce que là aussi, je pense que la manière d'encadrer les entreprises a beaucoup bougé, beaucoup bougé. Et aujourd'hui, on a des personnes qui sortent d'école et qui sont en capacité de dire qu'elles peuvent, de manière indistincte, organiser l'industrie automobile, organiser une crèche. J'ai vu des trucs dans des crèches qui sont absolument effrayants. Organiser une crèche, ces personnes qui peuvent organiser des crèches, elles peuvent organiser des écoles, elles peuvent organiser aussi des fast-foods, etc., etc. Et donc, on est vraiment sur quelque chose qui est, c'est ça la gestion. On gère, et ce qui fait la spécificité d'une connaissance, une centrale nucléaire. Aujourd'hui, il y a des centrales nucléaires, des gens qui ne connaissent rien au nucléaire, absolument rien. Et donc le problème, c'est que ça, pour le coup, pour maintenant revenir sur la question, c'est aussi une thématique de ma thèse, c'est là où le langage de l'activité, il est difficile à nouer avec ces personnes-là. Puisque, là encore, je le cite Christophe Dejour, les gestionnaires n'en veulent rien savoir du travail. Ils veulent des indicateurs, des objectifs, etc. Et pas vraiment la possibilité de rediscuter du travail, de voir le langage de l'activité, référé au réel, est de plus en plus compliqué. Donc c'est vraiment pour aller vraiment complètement dans votre sens et de ce que nous on fait comme expérience assez souvent, presque quotidienne. Merci d'abord, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez raconté. Ça correspond beaucoup à ce que je sens, mais je n'ai aucune statistique derrière que vous en avez. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Personnellement, je crois qu'il ne faut pas seulement encourager la parole des cadres, mais il faut encourager la parole de tout le monde, une parole véritable qui correspond à un vrai vécu et pas à des techniques de communication qu'on entend tous les jours. Et malheureusement, je trouve, pour connaître assez bien le milieu de la recherche, je trouve que de plus en plus viennent en avant des gens qui ne sont pas les plus chercheurs, mais qui sont les plus gestionnaires et qui ont tendance à imposer cette communication à la con, il n'y a pas d'autre mot. Et quand on leur dit que peut-être il pourrait y avoir des interlocuteurs avec qui on pourrait parler et qui n'auraient pas de référence à la direction et qui pourraient dire là ça ne va pas parce que telle chose, sans être sanctionné et que peut-être au bout il pourrait émerger une solution commune, on n'est pas entendu, alors qu'il y a quand même quelques entreprises à ma connaissance en France qui paient les gens, le patron n'ayant aucun contrôle sur ce que fait la personne, mais simplement tout le monde est content pour le compte parce que tout le monde travaille un petit peu mieux et dans un peu plus de joie et de plaisir. Je hais la communication dans ce qu'elle devient dans notre société parce qu'elle est une négation de l'individu total. Elle n'est plus prise en compte d'une vraie parole centrée sur soi, sur son vécu, sur ses capacités. Et je suis très heureuse que votre conférence en donne des preuves statistiques. Alors juste pour répondre, j'ai cité des statistiques qui ne procèdent pas de nos recherches. Nous, on est
c'est vraiment c'est la clinique. Et j'ai pas parlé du milieu de la recherche. C'est vrai que j'aurais pu le faire ici, puisque c'était vraiment le lieu pour le faire, et de voir la transformation de l'organisation du travail dans les différents centres de recherche, à l'université, et toute cette logique quantitative. Donc voilà, c'est un peu... Voilà, c'est un peu triste. Et l'Institut de recherche que nous avons monté est aussi une conséquence de l'analyse que nous avons fait de la situation. Le but était de trouver un espace dans lequel on serait moins soumis à ces logiques gestionnaires. Puisqu'on a beaucoup de collègues qui sont enseignants-chercheurs et qui expliquent que depuis qu'ils sont rentrés à l'université, ils ne font plus de recherche. Ils deviennent des machines à chercher des financements. Et des pépettes, exactement comme vous faites. Et c'est vrai que ceux qui trouvent beaucoup de contrats de financement sont très bien vus. Et assez souvent, quand on commence à regarder, que là encore, c'est quand on est dans le milieu, eh bien, la qualité des productions, c'est-à-dire, c'est absolument c'est effrayant, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, ils arrivent à dégager par rapport à un appel d'offres, des subventions pour une recherche, mais après, tout est fait mis à faire, quoi. Donc il y a une production à la fin, et donc il y a un étiolement comme ça. Bon, il y a encore des espaces où ça tient, hein. Il y a vraiment des vrais chercheurs, mais c'est vrai qu'il y a une tendance et un étiolement qui est assez... Peut-être que c'est quelque chose que peut voir la psychanalyse, et dans ce cas-là, d'essayer de faire émerger. Peut-être que c'est ce que peut promouvoir une certaine pratique de la psychanalyse en acte, et pas en discours, sur le divan, c'est-à-dire faire émerger des personnalités qui aient une parole propre et qui revendiquent quelque chose d'un vrai centrage sur soi, qui peut être le centrage du boulanger qui prend plaisir à faire son pain, ou du chercheur qui prend plaisir à pratiquer ses expériences. Et juste pour sur la psychanalyse, ce que je peux dire, c'est que je suis dans un laboratoire de psychanalyse. Malheureusement, les collègues psychanalystes n'ont que faire du travail et s'intéressent très peu à l'organisation du travail. Assez souvent, moi j'ai des disputes avec eux dans lesquelles finalement ils ramener les problèmes de travail uniquement à la scénette d'hypienne ou la scénette infantile, etc., est quelque chose qu'ils font malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a un désintérêt pour le travail et j'aimerais qu'ils le fassent un peu plus. Voilà. Ouais, oui, voilà. En tout cas, je parle de Paris 5. Je voulais avoir une précision sur un aspect. Vous parlez donc de l'écart irréductible entre la procédure est réelle. Et alors, quand on parle de robotisation, d'automatisation, d'informatique, qui a informatisé ces 30 dernières années beaucoup de choses, ben en fait, j'aimerais bien, justement, l'irréductibilité, alors c'est plus devenu du travail humain, mais alors quoi? Vous avez tout, voilà. Quand l'écart entre presque réel est tellement ratafiné, ça devient du travail mort. Exactement ce que vous dites. C'est plus du travail vivant, c'est plus du travail humain, c'est du travail mort. Et dans lequel l'être humain, alors là pour le coup, on a parlé de George Friedman tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'il montre dans le travail en miette d'une manière absolument géniale, complètement géniale, que ça réduit l'être humain, ça le compresse et ça le réduit à l'état de machine. Et Simone Veil, si jamais vous avez l'occasion de lire le journal de la vie d'usine, c'est-à-dire qui est regroupé dans un recueil qui s'appelle La condition ouvrière. Donc Simone Veil avec un W, la philosophe. Je vous encourage vraiment à lire, puisque elle-même a travaillé chez Alstom et Renault et a fait l'expérience dans son corps de la robotisation et de cette réduction, en quelque sorte, de l'être humain. Et donc quand il y a vraiment... Quand on arrive à des process dans lesquels on réduit considérablement l'écart entre presque et le réel, ça devient du travail mort.
Et donc, possiblement, anti-sublimatoire, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on ne peut plus faire l'expérience du plaisir au travail. Alors, j'ai compris votre conférence et surtout les considérations sur les chiffres, sachant que je suis statisticien et que les tableaux de chiffres, à mon avis, sont souvent très mal utilisés parce que souvent de manière trop simple, souvent en les réduisant à des mesures instantanées, par regarder ce qu'il y a eu avant et quelle est l'évolution qu'il peut y avoir. Donc, je suis enchanté d'avoir entendu des critiques de ce style, mais je pense que souvent ça part de très loin. Par exemple, il faut expliquer aux élèves qu'obtenir une note, ça ne veut pas dire avoir le savoir correspondant nécessairement. Et on ne peut pas mettre des notes en l'air, mais les gens qui sont dans la course à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la bonne note ne sont pas dans l'attitude de dire qu'est-ce que je vais faire pour comprendre la discipline de sa mesure. Donc l'écart entre ce que c'est qu'une mesure, ce qu'elle est censée vraiment faire, ce pourquoi elle a été construite, peut se dévoyer dans beaucoup d'endroits. Et effectivement, les tableaux de chiffres que les gens utilisent deviennent souvent des fétiches. Les gens n'utilisent plus le tableau de chiffres par rapport à une réalité de ce que ça mesure et devient une réalité en soi. J'ai vu des exemples, y compris à l'université, où des gens regardaient les taux de réussite d'année à année des étudiants sans se poser la question de savoir s'ils avaient trouvé un travail après. Sous-entendu, ça c'était quelque chose en dehors. Donc le tableau qui était construit, y compris par des universitaires, sur le bon fonctionnement des filières, ça veut dire que si les gens votaient trop large et si tout le monde le passait, et si tous à la fin se retrouvaient sans emploi ou avec des emplois ne correspondant pas à leur formation, il y avait un critère qui était, on va dire, bon parce que les gens passaient. Et ce que je veux dire, c'est que cette erreur simple, elle peut se retrouver dans des tas d'évaluations telles que je les ai vues circuler dans ma longue carrière, où les gens font des questionnaires, remplissent des cases, obtiennent des échelles, font des calculs, et à force d'avoir fait des calculs, ils ont des résultats qui se détachent totalement des questions qui se sont posées au départ. Et ça, à mon avis, je dirais, c'est que la démocratisation du calcul et des tableaux et des trucs de ce style-là, c'est fait en oubliant ce que c'est que la culture scientifique de base et l'articulation entre les mathématiques et la physique, par exemple. C'est-à-dire que quand vous faites des calculs sur un objet physique, vous avez la confrontation avec ce qui se passe dans le réel. Quand vous avez des tableaux de chiffres qui correspondent à des évaluations, à des notes, vous pouvez faire dessus des moyennes, des régressions, des tableaux extrêmement importants, mais souvent, vous n'avez pas l'assise avec ce qui se trouve. Donc, par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, et c'est là qu'ils apprennent à faire, les Sciences Po et l'ENA, ils apprennent à faire des choses, des calculs. J'ai eu des anecdotes personnelles. J'étais dans la classe de quelqu'un qui a été préfet de région, qui s'appelle Pascal Malios, qui était nul en maths et qui a fait les Sciences Po et l'ENA, et qui est devenu préfet de région, qui est maintenant préfet de la région Rhône-Alpes. C'est quelqu'un qui a un poste de responsabilité dans la société bien plus important que le petit Biatz que je suis à l'université à manipuler des ordinateurs et des logiciels de calcul. Ce que je veux dire, c'est que le rapport aux chiffres, il est en grande partie dévoyé par des endroits où les gens utilisent ça sans avoir de culture sur ce qu'est la science et l'utilisation du chiffre sur des bases entre guillemets rationnelles. Donc, à mon avis, les grands tableaux de chiffres que je vois traités pour les sujets de sciences sociales sont souvent irrationnels. Juste pour, parce que je suis complètement d'accord, la désindexation entre le questionnement et le nombre, je vous conseille un ouvrage d'Alain Suppiot, qui est professeur au collège de la gouvernance par les nombres, et qui décrit finalement aussi de manière extrêmement précise, extrêmement
raffiné et de manière extrêmement brillante ce que j'ai essayé de dire du côté de cette logique gestionnaire que lui nomme la gouvernance par les nombres, et c'est édifiant. Il y a vraiment cette désindexation entre la question et les nombres. Desrosières sur la statistique, tout à fait. C'est excellent aussi. Bravo. C'est excellent, Desrosières aussi. Tout à fait. Je ne sais pas si on a le temps pour répondre à une question, puisque la lumière va s'éteindre, mais je voulais citer les travaux que vous connaissez peut-être de Roland Gori, qui s'est interrogé justement sur l'évaluation, et il montre qu'effectivement, dès qu'on a un critère d'évaluation, derrière l'imposture imposée. C'est-à-dire qu'effectivement, le jeu consiste à faire mine de remplir le critère, mais en fait sans le remplir. Alors, il y a des exemples très nombreux là-dessus, notamment puisque vous parliez de la recherche, qui est un domaine que je connais un peu. Dès qu'on a introduit, par exemple, un critère sur le nombre de publications, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Ils ont découpé leurs publications en trois morceaux, et du coup, ils ont augmenté leur liste de publications. Voilà. L'écart entre le prescrit et le réel. C'est la même chose quand ça s'est produit aussi en Union soviétique, quand ils avaient décidé que en fait, les chercheurs étaient nommés ça s'est fait en France aussi, à la citation. Et ben, en fait, ils se mettaient d'accord avec le collègue en disant bon, ben, quand tu publies ton papier, là, tu vas citer mes travaux, et puis moi, je ferai de même. Et en fait, je crois que ça peut s'appliquer à peu près à tous les critères d'évaluation que l'on donne, qui en fait après le jugement des gens. La fabrique, voilà, c'est ça. Roland Gori, la fabrique des imposteurs, où il y a un livre écrit par Roland Gori, Alain Bellozer et Marc-Jean Sorel qui s'appelle La folie évaluation, et qui est aussi excellent. Nous vous remercions beaucoup. Merci à vous. Et toutes ces questions incroyables.